Bienvenue dans les Arcades digestives, le podcast qui parle de cancérologie digestive. Ici, nous laissons place à l'échange, à l'humain, au débat. Produit par la Fondation Arcade, nous réunissons des experts, des professionnels de santé, des chercheurs, des patients autour de la thématique de la cancérologie digestive et du système de santé dans ces cancers. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Arcades digestives et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le professeur Christophe Louvet et Claude Ganter sur le sujet de l'implication des groupes coopérateurs et des patients chercheurs dans la recherche. Claude, tu étais journaliste et aujourd'hui tu es patiente partenaire formée à l'Université des patients. On t'a diagnostiqué un premier cancer en 2008, suivi de plusieurs épisodes. Depuis 2020, tu es investi sur le terrain du partenariat avec plusieurs engagements dans l'enseignement et la recherche. Tu es référente patiente partenaire au service d'oncologie de l'hôpital Henri Mondor et membre de l'équipe innovation du tiers-lieu Hôtel Dieu à la PHP. Christophe, tu es professeur des universités et praticien hospitalier spécialisé en oncologie. Tu étais jusqu'en 2025 chef du département d'oncologie médicale à l'Institut médico-chirurgical de Montsouris. Tu es président membre fondateur du groupe coopérateur GERCOR et membre du comité de pilotage du partenariat Prodige qui réunit les groupes coopérateurs FFCD, GERCOR et Unicancer. Alors, Christophe, qu'est-ce qu'un groupe coopérateur et quelles sont les missions principales d'un groupe coopérateur? D'abord, merci de m'accueillir. Un groupe coopérateur, en fait, c'est essentiellement une structure dont le but est de permettre à des médecins investigateurs répartis dans plusieurs hôpitaux et donc pouvant accueillir dans ces essais thérapeutiques une large variété de patients. Mais ces structures, elles ont besoin d'avoir du personnel pour fonctionner. Ce sont des structures qui sont en général associatives, c'est-à-dire que les directions sont bénévoles. Ce sont des gens passionnés qui ont envie de faire plus que simplement leur métier quotidien, mais vraiment d'apporter quelque chose. Mais ces structures dirigées par des gens bénévoles, associatives, emploient du personnel pour pouvoir professionnaliser la recherche, qui est une chose sérieuse et très surveillée par de nombreuses autorités. Donc on a des contraintes qui sont très importantes. Et en fait, on ne peut pas faire de la recherche isolée dans son coin. On a besoin d'être rassemblés dans des structures qui permettent de faire tout un travail. Alors, les personnels qu'on emploie, ce sont des attachés de recherche clinique, ce sont des statisticiens, ce sont des chefs de projet, ce sont tous les métiers nécessaires pour qu'on puisse effectivement construire une étude thérapeutique qui soit validée par les tutelles et d'un autre côté, qui soit suffisamment intéressante sur le plan scientifique pour être également validée par la communauté scientifique en cas de résultat positif. Le but étant évidemment de sans cesse essayer d'améliorer les options thérapeutiques que l'on peut proposer à nos patients. Et il y a une spécificité pour les groupes coopérateurs, c'est que les industries pharmaceutiques sont souvent capables de développer des médicaments, mais finalement ne sont pas capables une fois qu'elles ont l'autorisation de vendre le produit, elles ont fait leur job. Par contre, les groupes coopérateurs, en tant qu'académiques, vont s'approprier ces nouveaux médicaments et vont, en général, trouver des moyens de les administrer, soit plus longtemps, soit moins longtemps, soit mieux, soit des doses différentes. Et on va optimiser la capacité que de nouveaux médicaments vont pouvoir rendre service aux patients à qui on s'adresse. Et le paradoxe, peut-être pour faire le lien avec Claude, c'est qu'en réalité, les groupes coopérateurs n'ont pas de lien direct avec les patients. Ce sont des structures qui sont à la disposition des investigateurs, donc des médecins cancérologues dans les différents hôpitaux, et ce sont ces médecins qui vont proposer les études thérapeutiques à leurs patients. Mais on essaye évidemment de travailler sur le fait de pouvoir plus impliquer les patients directement dans la réflexion des groupes coopérateurs. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on n'est pas encore arrivé à avoir créé ce pont correctement. Et alors, justement, pour faire, merci Christophe pour ce lien. Claude, comment est-ce qu'on devient patiente chercheur et quel est ton rôle dans les différentes instances? Alors, pour ma part, on devient patient-chercheur en ayant été formé déjà au partenariat patient, en ayant déjà eu des missions et des engagements de terrain dans les services ou dans un service d'oncologie en ce qui me concerne. Et puis, petit à petit, en fin de compte, on est venu me chercher au début sur comment participer à un projet exploratoire. Alors, ce n'est pas forcément des projets de recherche, mais c'était une petite montée
en compétences, en fait, à côté des médecins et petit à petit aussi, quand il y a eu évidemment tout ce déploiement un petit peu autour de la recherche qu'on appelle participative, avec l'implication des patients dans les comités de pilotage, naturellement, peut-être que j'avais aussi des compétences qui avaient été remarquées aussi par les équipes. On m'a proposé de monter aux côtés d'eux, et c'est comme ça que je suis petit à petit montée sur cette montage parce que moi je suis montée aussi sur cette voilà, une compétence aussi, et on a fait appel à moi pour participer à des projets, notamment le premier grand projet, ça a été le projet de Parole Onco, qui a été mis en place entre plusieurs établissements, et là je suis directement impliquée dans le démarrage du projet de recherche aux côtés des équipes de recherche. Et alors, est-ce que tu dirais que ton passé de journaliste t'a aidé quand même dans ce développement de compétences que tu as en tant que patiente chercheur? Alors derrière un patient, il y a toujours un patient qui a eu une vie et un métier. Et c'est vrai que ce métier où j'ai participé beaucoup où j'ai été embarquée aussi pour piloter des projets et des responsabilités et mis en responsabilité, évidemment, il est clair que j'ai été repérée par cette capacité de pouvoir moi-même arriver sur un terrain un peu nouveau, en dehors de celui d'être patient, mais de pouvoir être aux côtés des équipes de recherche et finalement trouver ma place petit à petit aussi, parce qu'on m'a donné aussi les codes, et j'ai suivi moi-même une formation des patients impliqués en recherche, ce qui m'a beaucoup aidée pour pouvoir rentrer dans ces comités et rentrer aussi aux côtés des équipes et des chercheurs. Pour mener un essai clinique, il faut ce qu'on appelle un consentement qui est dit éclairé. Alors, c'est un mot qui peut avoir tout son sens et à la fois pas forcément. Est-ce qu'il est si éclairé que ça, ce consentement, Christophe? Alors, je vais répondre à ta question, mais il ne faut pas qu'un consentement. Il y a beaucoup de Bien choses pour sûr. monter un essai. Mais il est vrai que là où les patients qui vont être inclus dans un essai thérapeutique, la première étape, ça va être effectivement de faire en sorte qu'on les informe le mieux possible des enjeux et des contraintes potentielles de l'essai thérapeutique. Et donc, il y a ce fameux document qu'on appelle consentement éclairé, qui, à bien des égards, est souvent un peu obscurci. Alors pourquoi? Tout simplement parce que sous prétexte, un prétexte naturel et louable d'avoir une information la plus complète possible, les patients qui sont déjà légitimement déstabilisés par l'annonce d'un diagnostic et par le fait d'avoir une option thérapeutique et non pas un seul traitement, mais éventuellement un choix thérapeutique, vont avoir en plus à compulser un document qui fait 20, 30, 40 pages. Ça n'arrête pas d'augmenter le nombre de pages, de telle sorte que on considère de plus en plus que à la fois c'est légal et il faut donc répondre à cette obligation légale, mais à la fois c'est quelque chose qui peut être plus déstabilisant qu'autre chose. Donc il y a beaucoup de groupes, le GERCOR en fait partie, qui réfléchissent à une manière un peu plus édulcorée, tout en restant parfaitement dans la loi, dans le cadre de la loi, d'une information aussi claire que possible, d'essayer de trouver des formules qui soient beaucoup plus digestes, entre guillemets, pour que les patients soient informés, comprennent les enjeux, mais ne soient pas noyés dans un flot d'informations qui peut être plus délétère que bénéfique. Voire quelque part un peu stressant aussi, hein. Alors, beaucoup de groupes coopérateurs, le GERCOR en fait partie, font relire évidemment ces consentements par des patients ou par des associations de patients, souvent par le biais de la Ligue contre le cancer d'ailleurs, et c'est très précieux pour nous d'avoir ces informations. Après, les réflexions qui sortent de ces relectures, on ne peut pas toujours les appliquer parce que si des patients nous demandent de supprimer tel ou tel chapitre, on ne peut pas le faire parce qu'on est dans l'obligation quand même de respecter la loi par rapport à ça. Donc c'est tout un débat qui n'a pas d'hier, hein, qui ne sera pas résolu demain, mais qui nécessite un travail continu pour fluidifier l'information, la rendre plus accessible, tout en respectant le côté légal de ce document. Et alors côté patient-chercheur, justement, est-ce que Eh ben, justement, c'est un point d'entrée sur lequel on est souvent très intéressé dès qu'on s'implique aussi dans un projet de recherche, et sur cette partie du consentement éclairé, que nous, on a déjà un petit peu sur les questions de parcours, sur l'adhésion des parcours des patients.
Et là, le patient co-chercheur peut effectivement avoir une implication directe et positive dans le fait que comment ce consentement va-t-il expliquer souvent par par un arc auprès des patients. Et donc, est-ce que ça serait peut-être par notre posture impliquée en recherche, ça serait de rediscuter. On sait très bien que les documents sont scientifiquement cadrés, mais est-ce qu'il y aurait possibilité de refaire un document annexe, ce que vous expliquiez, qui serait peut-être plus compréhensible, avec notamment une relecture du patient partenaire sur les questions de littératie, qui sont extrêmement importantes, et ne pas à mettre sous le tapis, parce que là, souvent, il y a des écarts de vocabulaire et de compréhension scientifique pour les patients, qui souvent font confiance, évidemment, à la blouse blanche, et dans le fait qu'ils seront certainement inclus dans un nouveau protocole avec une expérience d'être mieux suivi, ou peut-être d'accéder aussi à un parcours qui va être optimisé. Mais ceci dit, le patient partenaire impliqué ou les patients impliqués en recherche vont avoir justement dans ce temps-là certainement une posture très très importante pour en rediscuter avec les équipes de recherche, pour savoir comment mieux inclure les patients. Et aujourd'hui, c'est une question qui est quand même assez primordiale sur l'inclusion des patients et aussi sur la rétention plus tard. C'est-à-dire que plus on explique bien au départ, mieux le patient restera certainement longtemps et souvent sur des études qui sont très longues. C'est pour voir comment pouvoir les inclure à distance sur même parfois plusieurs années dans l'essai. Et alors, les groupes coopérateurs, et dont notamment le GERCOR, vous représentez les oncologues médicaux, et spécialisés entre autres dans le digestif. Comment est-ce que vous vous réunissez? Comment est-ce que vous décidez des essais que vous allez travailler? Et finalement, vous êtes assez loin des patients, donc est-ce qu'il y a quelque part, comment est-ce qu'on pourrait ramener le patient aussi à l'intérieur du groupe? Est-ce que c'est possible? Alors, on n'est pas loin des patients parce que l'activité qu'on a au niveau des groupes coopérateurs est une activité, j'allais dire presque annexe. Notre métier principal, c'est d'être C'est d'être soignant et professionnel d'être de santé. investi dans nos équipes, dans nos hôpitaux respectifs. Et en plus de ça, on a ce travail-là. Le mode de fonctionnement peut varier d'un groupe à l'autre, mais grosso modo, c'est assez standardisé. C'est-à-dire que chacun des membres dirigeants du groupe ont une passion pour leur métier, ont des lectures permanentes pour se tenir parfaitement informés, vont au congrès, communiquent au congrès, et on va organiser ce qu'on appelle en bon français des brainstorming régulièrement, de manière à voir effectivement qu'est-ce qu'il peut y avoir comme case qui manque dans l'arsenal thérapeutique en fonction du temps. Et puis, quand même, par respect par rapport à tous les groupes, on essaye de faire en sorte que on ne réfléchisse pas trop à monter des essais qui seraient concurrents les uns par rapport aux autres. On essaie de faire en sorte qu'on réponde à une question avant d'en poser une autre. Donc tout ça, ça nécessite du temps, de la réflexion. Il faut bien être conscient qu'entre le moment où on a une idée et on a envie de lancer un essai sur cette idée-là et le moment où on va inclure le premier patient, il y a un temps absolument incompressible qui est souvent de plusieurs mois, voire 1 ou 2 ans, pour obtenir les autorisations, pour discuter, pour faire en sorte que ce qu'on propose soit bien en phase avec ce qui est connu dans la littérature. Pour trouver les financements, c'est important parce que les employés qu'on a dans nos groupes, si nous on est bénévoles, les employés, on les paye. Donc il faut qu'on ait des financements pour ces études-là. Et bien évidemment, le but ultime est de faire en sorte qu'à la fin de l'essai thérapeutique, on ait répondu à une question et dans le meilleur des cas, que la réponse à cette question améliore la situation par rapport à ce qui se passait avant que l'essai soit fait. Il faut aussi accepter que ça ne marche pas à tous les coups, qu'on puisse faire des essais où on espère quelque chose et que ça ne marche pas. D'ailleurs, c'est un point important à mettre dans les consentements éclairés, de dire qu'on n'est pas obligé d'avoir un résultat devant une nouvelle idée. Si on fait un essai, c'est pour montrer, pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Fort heureusement, on a quand même beaucoup de réflexions qui font qu'en règle générale, quand on part sur une idée, on se donne le temps de la réflexion et on se donne tous les moyens pour faire en sorte qu'au bout du compte, on fasse un progrès. C'est quand même le but ultime. Et alors, donc tu parles de littératie, et Claude, quand on est justement un patient chercheur,
On n'a pas le même background scientifique que les médecins, que les chercheurs. Comment est-ce qu'on fait pour se comprendre finalement entre chercheurs, médecins et patients-chercheurs? Alors au départ, c'est évidemment, parfois, c'est sortir, enfin pour les chercheurs, c'est sortir aussi un peu de leur zone de confort. Parce que arriver sur le terrain de co-construction avec des patients sur un projet de recherche ou un essai, c'est une alchimie qui doit être des deux côtés, c'est-à-dire que le groupe chercheur ou les chercheurs doivent descendre un peu au niveau des vocabulaires scientifiques pour que ça soit compréhensible aussi pour les patients. Et les patients, de leur côté, doivent aussi monter en compétences, comprendre aussi tous ces nouveaux vocabulaires, ou comment les retranscrire aussi d'une façon à ce que ces mondes qui ne se parlent pas avec les mêmes langages vont arriver à comprendre, à se comprendre et pouvoir travailler ensemble. Et pouvoir monter aussi dans le projet de recherche, à quel moment le patient partenaire va pouvoir être impliqué d'une façon efficace, à quoi il va pouvoir répondre aussi aux attentes des chercheurs, mais aussi les chercheurs doivent aussi, comme je disais tout à l'heure, sortir de cette zone trop scientifique pour pouvoir être aussi et ça va aider aussi les chercheurs, peut-être, dans leur façon de voir, sur répondre aussi peut-être à l'orientation de la recherche, à revoir un petit peu les besoins patients aussi derrière et à la qualité de vie du patient, revoir un peu comment cette recherche telle qu'il la protocolise pratiquement, elle va être plus accessible aussi aux patients et à la vie réelle et au vécu du patient dans son réel. Donc je pense qu'il y a aussi comment dire, tout ce côté de co-construction. Il ne doit pas se faire uniquement du côté des patients partenaires qui désirent s'impliquer ou qui viennent s'impliquer, mais aussi le monde de la recherche qui se met à hauteur du patient pour que tout ça agisse dans un sens qui va être un peu innovant aussi, disons-le. C'est aussi une innovation d'impliquer des patients en recherche. Ben, je pense que c'est important et c'est la question de la littératie, elle est primordiale, on la retrouve tout le temps. Elle est primordiale et pour autant, il faut aussi que chacun soit dans son rôle. C'est-à-dire que, on va pas demander à un patient de construire un essai thérapeutique et on va pas demander à un médecin de parler à la place des patients. Je crois que chacun doit être dans son rôle. Ce qui est important pour nous chercheurs, c'est, de savoir quels sont, enfin, si les attentes des patients sont en phase avec les attentes qu'on peut avoir nous quand on va construire un essai thérapeutique. Et puis, il y a tout le problème aussi de la tolérance des traitements. Est-ce que pour faire un progrès de X semaines ou de X mois en survie, on est prêt à faire en sorte qu'il y ait telle ou telle toxicité supplémentaire potentielle? Donc ça, c'est des choses qui sont pour nous en théorie assez faciles à répondre, mais en pratique, on n'a pas forcément la même point de vue que les patients. Et c'est important que les patients nous apportent effectivement leur expérience dans ce domaine-là de ce qu'on appelle le bénéfice-risque, hein, pour trouver effectivement de ce point de vue-là, je pense que c'est assez facile de parler le même langage, de ce point de vue-là. Après, si chacun est dans son rôle, je pense que c'est relativement aisé. Après, on est plus... Quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on n'a pas encore abouti, en tous les cas au niveau du groupe GERCOR, on travaille dessus, mais tout simplement parce que justement, on n'a pas de lien direct pour l'instant, hein. C'est-à-dire qu'il y a toujours l'investigateur qui est intermédiaire, mais de plus en plus d'investigateurs font partie des groupes de recherche, donc finalement, on va arriver à trouver des solutions qui permettront de rester innovants. C'est super important. Peut-être même de faire de plus en plus d'efforts de décroissance thérapeutique, hein, quand on a des traitements qui sont lourds pour tout le monde. Peut-être qu'avec les progrès qu'on fait en cancérologie, où on est capable de mieux isoler le devenir, pas individuel, mais en tous les cas de plus en plus concentré sur des petits groupes de patients qui ont en commun telle ou telle anomalie moléculaire, par exemple, eh bien tout ça, on va être capable de le décortiquer et de pouvoir faire en sorte que on puisse traiter moins longtemps, ce qui sera beaucoup, enfin, à condition de s'assurer évidemment qu'on ne fait pas de perte de chance, hein, donc en termes de résultats. Mais tout ça, ce sont des choses qu'il faut qu'on travaille ensemble, évidemment, et on perçoit bien l'intérêt de nos tutelles et l'intérêt des patients qu'on se parle bien
pour pouvoir monter des essais qui soient cohérents. Et puis, il faut aussi être tout à fait honnête vis-à-vis de nos tutelles, vis-à-vis du ministère, vis-à-vis des groupes qui prennent les décisions de financement ou d'autorisation de médicaments. La parole des patients est certainement plus écoutée que la parole des médecins. Donc on a aussi besoin de votre aide par rapport à ça lorsqu'on discute avec les tutelles pour que vous nous souteniez dans les démarches qu'on fait. Voilà, si un médicament doit avoir son autorisation de mise sur le marché mais que ça met beaucoup de temps pour obtenir, les patients peuvent nous aider à faire pression. Nous, on ne peut pas faire grand-chose malheureusement. On peut juste dire ce serait bien qu'on ait ce médicament disponible parce qu'on sait qu'il marchera mieux. Mais si les patients disent oui, mais ce médicament, on le veut, ils seront plus écoutés que les médecins. Merci à tous les deux. De ce que je retiens, c'est vraiment le collectif, la littératie, et puis un engagement commun et une envie d'aller des deux côtés finalement ensemble, mais tout en gardant évidemment à chacun sa propre casquette. Alors comme à tout le monde, je vais vous remettre le petit autocollant dépistoté d'Aron pour la santé de leur côlon. Voilà, le dépistage colorectal, c'est un dépistage qui est important. Parfait, vous êtes parfait. Merci à tous les deux et j'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode des Arcades digestives. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode des Arcades digestives. Nous espérons que cela vous a donné matière à réflexion et que vous en savez plus sur l'oncologie digestive. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre chaîne de podcast. La Fondation Arcade vit de la générosité du grand public. N'hésitez pas à nous suivre et à faire des dons sur le site internet et sur nos réseaux. Un grand merci à nos partenaires qui nous ont aidés à construire ce podcast. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.